Bienvenue à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver sur On se fait une toile pour partager encore un moment de cinéma hollywoodien de la grande époque, pour partager notre amour du cinéma. Je suis Christophe, je ne sais pas si vous connaissez mon prénom, à partir de maintenant vous le connaissez, et aujourd'hui on va encore parler d'un monument du cinéma. Anthony Mann nous plonge dans un western où l'enfer ne se cache pas dans le désert, mais dans le cœur des hommes. Effectivement, le maître du cinéma noir en 1950 nous offre La Porte du Diable, une œuvre singulière où chaque pas sur cette terre brûlante est une tentative de rédemption ou une chute vers l'abîme. La Porte du Diable, c'est la frontière entre l'espoir et la damnation. Découvrons ensemble pourquoi ce film est l'un des joyaux cachés de Hollywood. On se retrouve tout de suite après le générique. La Porte du Diable est un film de 1950 réalisé par Anthony Mann avec une belle distribution et en tête de celle-ci, Robert Taylor, dans le rôle de Lance Poole, un Indien de la tribu des Shoshone qui vient de passer 3 ans au sein de l'armée de l'Union durant la guerre de sécession. Après avoir participé à 3 grandes batailles et avoir reçu la médaille d'honneur du Congrès, auréolé de la gloire, il retourne à Medicine Bow, dans le Wyoming, sa région natale, là où vivent sur son territoire appartenant donc à son peuple quelques Indiens de sa tribu qui ont parfaitement réussi dans l'élevage du bétail. Mais le succès et l'intégration ne plaît pas à tout le monde. Et bien sûr, il va être confronté au racisme toujours présent chez les colons et il sera rapidement confronté à la jalousie et à la mesquinerie de ceux qui n'acceptent pas que les peaux rouges aient pu faire fortune. Save yourself a lot of grief if you'll just get out of here. Won't come any further. Anytime you're ready. Let's get something straight. The other side of that pass belongs to me. Stay off it. That's a big horse you're riding there. It's a long fall off of it. Et c'est la MGM qui va produire ce film, qui a tendance, dit-on, à produire des films lisses et d'une mièvrerie dégoulinante. Il ne faut pas faire de généralité, car dans les années 50, sous l'impulsion de Dore Schary, entre autres, cette Major, créée par Louis B. Mayer, je vous le rappelle, s'est lancée bille en tête dans des productions de films à forte connotation sociale ou politique même. La Porte du Diable fait partie de cette frange de films qui firent que le studio du Lion, je vous le rappelle, pour ceux qui ne se souviennent pas du logo, a pu trouver ses lettres de noblesse ailleurs que dans les comédies musicales. Il s'agit ici d'un des westerns les plus âpres réalisés jusqu'ici et pour encore un bon moment. L'histoire de ce premier western d'Anthony Mann, rappelons que ce réalisateur s'est distingué dans le polar, dans le film noir, et donc ce film est vaguement inspiré par celle du chef de Joseph de la tribu des Nez-Percés. Le film a donc des origines historiques. Un traité de 1951 à Fort Laramie avait réservé des terres aux tribus, mais à mesure que les colons empiétaient sur les terres, les tensions s'amplifièrent, on va dire. Et c'est en 1864 que les colons ouvrirent la piste de Bosman à travers les terres tribales le long de la rivière Powder. Bien sûr, des violences éclatèrent entre 1865 et 1866 et la première confrontation majeure entre l'armée américaine et les tribus ont eu lieu dans ce que l'on appelle la guerre des Red Cloud. Un deuxième traité fut donc conclu à Laramie, cette fois-ci en 1868, et qui fermait le pays aux hommes blancs.
Mais bientôt, les mineurs des Black Hills violèrent ce traité, ce qui déclencha ce qu'on appelle la guerre des Black Hills en 1876. Les combats dans le Wyoming pendant la guerre des Black Hills se déroulèrent principalement le long de la frontière du Montana. On referme cette petite parenthèse historique. On peut regretter que ce film n'ait pas eu le succès qu'il aurait mérité à sa sortie, et pour cause. Effectivement, La Flèche brisée est sortie la même année et lui a eu un énorme succès et donc a fait de l'ombre à ce western. Cette Flèche brisée de Delmer Daves a fait une très belle carrière, donc contrairement à La Porte du Diable, beaucoup moins vue, beaucoup moins citée, mais qui cependant n'a pas à rougir de la comparaison. Moins grand public, c'est vrai, en noir et blanc, c'est vrai, mais sa notoriété viendra avec les années, comme bien souvent dans certains cas et pour certains films. Il faut savoir que le scénario a été proposé à Jacques Tourneur, mais qu'il a refusé parce que, et c'est peut-être pas un mal d'ailleurs, parce que le film était un peu trop noir pour lui. Bien sûr, il représente une avancée dans les mentalités, en tout cas, il les bouscule, notamment le fait que Mann prend fait et cause pour la nation indienne, ça c'est certain, mais il relève aussi d'un progressisme, à un autre niveau d'ailleurs, par le fait justement que le personnage de l'avocat soit l'avocat des Shoshone soit interprété par une femme, soit tenu par le rôle d'une femme, même si elle est mise en garde par sa mère dans le film, puisqu'elle lui dit tu vas briser ta carrière en défendant des Indiens. Mais bon, c'était plutôt culotté à cette époque. Anthony Mann voulait que Robert Taylor soit présent dans ce film, car il le trouvait très charismatique, avec une force d'interprétation. Et vous allez me dire, mais c'est assez étrange comme choix, parce que pour incarner un Indien, choisir un pur Américain, eh bien, je vous dirais que c'est pas si surprenant que ça. Rappelez-vous, Jeff Chandler, Charles Bronson, Anthony Quinn, Burt Lancaster, Rock Hudson, et même Paul Newman, Debra Paget, Anne Bancroft, etc., etc., ont joué des Indiens. Nombreuses sont les stars qui ont personnifié des Indiens, et d'ailleurs avec un immense talent, pour certains en tout cas. C'est le premier western de la carrière d'Anthony Mann, et ce film est la jonction parfaite entre ses films noirs et ses futurs westerns. Il s'est gardé l'atmosphère oppressante, un noir et blanc hyper contrasté, et des cadrages en droite lignée du genre, comme ces gros plans en bordure du cadre avec des profondeurs de champ vertigineuses. Comme on en a déjà parlé, La Flèche brisée, un autre grand film pro-indien. Bon, les contraires s'opposent et méritent d'être mentionnés, puisque le film de Delmer Daves est réalisé en Technicolor, du point de vue de l'homme blanc, et avec une grande confiance en l'homme, et au contraire, La Porte du Diable est vue avec les yeux de l'Indien, en noir et blanc, et assez expressionniste. Après une avant-première infructueuse en 1950, la MGM a mis le film au placard. Le film était trop sombre, il était superbement réalisé, mais son scénario sans compromis et pessimiste semblait être un désastre pour le box-office. Le livre des recettes montre quand même que le film a rapporté 1 350 000 $ aux États-Unis et Canada et 750 000 $ à l'étranger, ce qui a généré un petit bénéfice malgré tout de 25 000 $. Ceci étant dit, je vais vous avouer que je n'avais jamais vu ce film. C'est une découverte pour moi. Alors, encore une lacune de combler, bien sûr, car western d'Anthony Mann que je découvre presque par hasard et qui est certainement l'un des tout meilleurs films pro-indiens, comment ai-je passer à côté durant toutes ces années? Et en même temps, eh bien, c'est rassurant parce que je n'ai pas encore fait le tour de tous ces films, de toutes ces grandes années. Et bien sûr, il y en a tellement. Alors, j'ai vu les principaux, ça c'est certain, mais une petite perle comme ça, comme celle-ci, qui vient de temps en temps au hasard, eh bien, c'est toujours plaisant. D'ailleurs, si vous voulez voir ce film ou le découvrir, eh bien, vous le trouverez facilement en DVD puisqu'il a été édité.
Il faut mentionner Robert Taylor, le visage tanné pour obscurcir sa peau, puisque contre toute attente il joue un Indien. Eh bien, cet acteur est-il vraiment considéré à sa juste valeur? On le catégorise peut-être un peu trop vite dans ses rôles de chevalier, qui ont peut-être contribué à sa gloire, à sa notoriété. Mais n'oublions pas tous ces autres rôles, comme celui-ci, par exemple, où il est un chasseur de bisons implacable dans le film La Dernière Chasse, que je vous conseille aussi. Ou même dans le très moyen, on va dire, La Pampa Sauvage, où, si on y regarde, il joue un personnage, somme toute, assez détestable. Mais ici, dès les premières images, on est happé par le film, par le noir et blanc. Alors parfois, on pourrait penser que ça pourrait nous rebuter, puisque le western, c'est les grands espaces, c'est le Technicolor, mais il en est rien. Taylor est un Indien éleveur de bovins qui veut réussir dans un pays libre avec des convictions de liberté. Mais il fait face à la plus vile et à la plus dangereuse des menaces, la parole du magistrat, fiel qui se répand comme le venin du serpent. Il n'a pas à affronter une crapule à la solde d'un autre éleveur, non. Il doit affronter la loi, les règles écrites par les hommes, et perdre son combat face à un homme qui utilise la loi pour se faire dresser impunément les uns contre les autres, les braves gens qui pourraient vivre ensemble en bonne intelligence. Il y a une certaine tension, une certaine véracité, un parti pris sans ambiguïté. La cause indienne est une cause noble, et ce film de 1950 est une très belle référence à découvrir au plus vite si vous êtes comme moi et que vous êtes passé à côté de ce film. Eh bien voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film. J'espère surtout que je vous ai donné envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Maintenant, je vous laisse comme d'habitude à vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce comme quoi vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez encore voir du cinéma hollywoodien décrypté sur cette chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle excursion dans le cinéma de la grande époque américaine. Portez-vous bien et ciao ciao.